La complexité de notre univers a longtemps inspiré aux chercheurs de vérité un mélange de crainte et de respect. Aujourd'hui, les physiciens ont beau propulser des sondes dans l'espace, les historiens tenter de recomposer en un ensemble cohérent des fragments de notre passé et les botanistes d'explorer les secrets de la nature, tous se rejoignent sur un même constat: la vie reste un mystère infini. Le nombre d'or est un terme apparu au début du XXe siècle. C'est aussi durant ce siècle que Theodore Cook introduit pour désigner le nombre d'or la lettre grecque Phi, en l'honneur du sculpteur grec Phidéas qui décora la façade du Parthénon à Athènes, notamment avec la statue d'Athènes où on peut retrouver la présence du nombre d'or. Fragment d'histoire. Antiquité. Certains historiens comme Thomas Hales considèrent que l'histoire du nombre d'or commence lorsque cette valeur fit l'objet d'une étude spécifique. Pour d'autres, la détermination d'une figure géométrique contenant au moins une proportion se calculant à l'aide du nombre d'or suffit. Exemple, la pyramide de Khéops, les restes d'un monument dont les dimensions permettent d'approximer le nombre d'or. Les historiens s'accordent tous sur l'existence d'une origine ancienne, mais l'absence de documents d'époque définitifs interdit une connaissance indiscutable de l'origine. Dans ce cadre, l'hypothèse est parfois émise que le nombre d'or a son origine chez les pythagoriciens. Les pythagoriciens connaissent déjà une construction du pentagone à l'aide de triangles isocèles. À cette époque, l'étude du nombre d'or est essentiellement géométrique. Les mathématiciens arabes apportent un nouveau regard sur ce nombre, plus tard qualifié d'or. Ce n'est pas tant ses propriétés géométriques qui représentent pour eux son intérêt, mais le fait qu'il soit solution d'équation du second degré. C'est aussi durant cette période que Fibonacci introduisit la suite de Fibonacci, qui est liée au nombre d'or. Mais à cette époque, cette suite n'est pas remarquée. Durant cette période, le nombre d'or est nettement plus approfondi grâce à un moine qui est aussi professeur de mathématiques nommé Fra Luca Piacioli. Il considère que le nombre d'or a des propriétés esthétiques et il montre qu'il se retrouve dans le domaine de l'architecture et de la peinture. Durant cette époque, la mise en relation entre le nombre d'or et la suite de Fibonacci est trouvée dans une note anonyme. La division d'un terme de la suite par son précédent tend vers une approximation très proche du nombre d'or quand on prend des nombres élevés. Concernant le nombre d'or, on lui prête encore peu d'attention au siècle suivant. L'essentiel des travaux se reporte sur la suite de Fibonacci. Édouard Lucas trouve des propriétés subtiles associées à cette suite, à laquelle il donne pour la première fois le nom de suite de Fibonacci. Son résultat le plus important porte le nom de loi d'apparition des nombres premiers au sein de la suite de Fibonacci. C'est durant ce siècle que les termes de section dorée puis nombre d'or apparaissent. On les trouve dans une réédition d'un livre de mathématiques élémentaires écrit par Martin Ohm. L'intérêt ressurgit au milieu du siècle avec les travaux du philosophe allemand Adolf Zeising. Avec lui, le nombre d'or devient un véritable système, une clé pour la compréhension de nombreux domaines, tant artistiques comme l'architecture, la peinture, la musique, que scientifiques avec la biologie et l'anatomie. Le prince roumain reprend les thèses du siècle précédent et les généralise. Tout comme Zeising, il s'appuie tout d'abord sur les exemples issus de la nature, comme les coquillages ou les plantes. Il applique cette universalité à l'architecture avec des règles plus souples que son prédécesseur. Cette théorie avait déjà influencé sur les notations, le nombre d'or étant noté Phi en référence au sculpteur Phidéas, concepteur du Parthénon. Sur le plan mathématique, le nombre d'or suit une trajectoire inverse. Son aura ne fait que diminuer et il quitte le domaine de la recherche pure. En revanche, le nombre d'or apparaît comme la clé de quelques sujets scientifiques. Fibonacci est l'un des plus grands mathématiciens du Moyen-Âge. C'est lui qui a introduit la numération décimale et l'écriture arabe des chiffres en Occident, en ramenant dans son livre Liber Abaci les connaissances acquises en Algérie où travaillait son père. Il est connu pour la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci est une suite d'entiers dans laquelle chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent. Elle commence généralement par les termes 0 et 1, et ses premiers termes sont 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Elle provient d'un problème récréatif qui décrit la croissance d'une population de lapins. Un homme met en couple 2 lapins dans un lieu isolé. Combien de couples obtient-on en un an si chaque couple engendre tous les mois un nouveau couple à compter du 3e mois de son existence? Cette suite est fortement liée au nombre d'or. Ce nombre intervient dans l'expression du terme général de la suite. Inversement, la suite de Fibonacci intervient dans l'écriture des réduites de l'expression de Phi en fraction continue.
Les quotients des deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci sont les meilleures approximations du nombre d'or. Exemple, 55 divisé par 34 est égal à environ phi, soit 1,618. Plus les nombres pris sont grands, plus on se rapproche de la vraie valeur du nombre d'or. On peut ensuite retrouver la suite de Fibonacci dans le corps, avec un os dans le bras, 2 os dans l'avant-bras, 8 os dans le poignet, 5 dans la paume, et ensuite 3 dans chaque doigt. Les différentes aires des rectangles d'or sont définies par la suite de Fibonacci, exemple 5 x 8 est l'une des aires d'un rectangle d'or. Dans le théâtre d'Épidore, construit en Grèce à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, on a cherché à éviter la monotonie en répartissant les gradins en 2 blocs. Il y a 55 gradins répartis en 34 et 21. Ce sont 3 nombres consécutifs dans la suite de Fibonacci. On a la formule suivante qui donne directement le nème nombre de Fibonacci sans connaître les précédents. On y voit clairement apparaître le nombre d'or. La suite de Fibonacci est définie par l'égalité suivante. Pour tout entier n, il existe une infinité de nombres de Fibonacci divisibles par n. F de 12 égale 144 est le seul carré parfait de la suite de Fibonacci, à part les triviaux f de 0 égale 1 et f de 1 égale 1. Carré du nombre d'or. Pour calculer le carré du nombre d'or, il suffit de lui ajouter 1. Phi au carré égale phi plus 1. Inverse du nombre d'or. Pour calculer l'inverse du nombre d'or, il suffit de lui retrancher 1. 1 divisé par phi égale phi moins 1. Puissance du nombre d'or. Phi au carré égale phi plus 1. Donc phi au cube égale phi au carré plus phi, qui est égal à 2 phi plus 1. Phi puissance 4 égale 2 fois phi au carré plus phi, ce qui est égal à 2 phi plus 2 plus phi, ce qui est égal à 3 phi plus 2. Si l'on prend ensuite phi puissance 5, elle est égale à 3 fois phi au carré plus 2 phi, ce qui est égal à 3 phi plus 3 plus 2 phi, ce qui est égal à 5 phi plus 3. Si on prend phi puissance 6, on retrouve 8 phi plus 5, et 8 phi puissance 7, 13 phi plus 8. Que voit-on apparaître? Fibonacci. Les puissances du nombre d'or s'expriment en fonction de phi et de 1, et les coefficients ne sont autres que les nombres de Fibonacci. Pour obtenir une puissance du nombre d'or, il suffit de connaître les deux puissances précédentes et de les additionner, exactement le procédé de construction de la suite de Fibonacci. On appelle rectangle d'or un rectangle tel que le rapport des mesures de sa longueur et de sa largeur soit le nombre d'or, c'est-à-dire tel que son format vérifie longueur divisé par la largeur est égal à phi. Si un côté a pour valeur 1, l'autre côté mesurera 1 plus racine de 5, le tout divisé par 2. Un rectangle est dit d'or si le rapport entre la longueur et la largeur est égal au nombre d'or. Tracez un carré ABCD. Notez E, le milieu de AB. Tracez un cercle C de centre E et de rayon EC. Prolongez AB jusqu'à ce qu'il coupe le cercle. Notez F, le point d'intersection de la droite AB sur C. Tracez le segment FG perpendiculaire au segment AF. Prolongez le segment DC jusqu'à ce qu'il coupe la perpendiculaire. Notez G, le point d'intersection. Notez A, le côté du carré initial. On a alors EB est égal à A divisé par 2 et BC égale A. En utilisant le théorème de Pythagore, on a EC carré est égal à A carré sur 4 plus A carré égale 5A carré sur 4. Et par suite, EF égale EC est égal à racine de 5 fois A divisé par 2. On a donc AF divisé par AD égale phi, puisque AF divisé par FD est égal à A sur 2 plus A racine de 5 sur 2, le tout divisé par A, qui est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. Rectangle d'or à l'infini. La construction précédente fait apparaître un rectangle BFGC qui est lui aussi un rectangle d'or. En effet, ces deux côtés vérifient BC sur BF égale phi. Puisque AF sur AD égale phi, on a AB sur AD plus BF sur AD égale phi. Et donc BF sur AD égale phi moins 1. Or, on sait que 1 sur phi est égal à phi moins 1, et par suite, BF sur AD est égal à 1 sur phi. Ou encore, BC divisé par BF est égal à AD sur BF qui est égal à phi. Tout rectangle d'or peut se décomposer en un carré et un rectangle d'or, qui lui aussi peut se décomposer en un carré et un rectangle d'or. On peut renouveler cette construction autant de fois que l'on veut. Un rectangle d'or peut donc être décomposé en une infinité de carrés, tous différents.
Dans ce tourbillon de carrés, il est possible d'inscrire une spirale. Une spirale logarithmique ou équiangle est une variété particulière de spirale fréquemment rencontrée dans la nature. La spirale d'or est une variante de cette spirale, basée sur le nombre d'or. La spirale d'or est formée de quarts de cercles successifs inscrits dans chaque carré. Si au lieu de partir d'un rectangle d'or, on part d'un rectangle Fibonacci, on obtient une spirale formée de quarts de cercle dite de Fibonacci, qui approche la spirale d'or. En géométrie, le triangle d'or est un triangle isocèle dont le rapport entre la base et le côté est égal à phi. Les angles et sa base mesurent 72 degrés à son sommet. Il jouit d'une propriété unique. Si on le partage en deux triangles plus petits, ce sont l'un et l'autre des triangles d'or. Le nombre d'or intervient dans une autre figure géométrique qui est le pentagone régulier. Dans un pentagone régulier, les diagonales qui sont 5 au total sont phi fois plus grandes que les côtés du pentagone. Pour cette raison, si vous découpez un pentagone régulier en 3 triangles par 2 de ces diagonales, vous obtenez au centre un triangle isocèle dont les 2 côtés égaux sont phi fois plus grandes que la base de ce triangle. On appelle ça en mathématiques le triangle d'or. Et sur les 2 côtés du pentagone, il reste 2 triangles, qui eux aussi sont isocèles, mais cette fois c'est la base qui est phi fois plus grande que les côtés égaux, et ces triangles-là, on les appelle les triangles d'argent. Le triangle d'or et d'argent sont fascinants car ils sont à la base de ce qu'on appelle les pavages de Penrose, d'où le nom du mathématicien Roger Penrose. Grâce à ces pavages du triangle d'or et du triangle d'argent, il est possible de remplir entièrement un plan uniquement à partir de ces 2 triangles. Ces pavages sont incroyables, parce qu'ils sont apériodiques, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent aucune structure qui va se répéter, comme ça peut être le cas pour les pavages faits à base de carrés ou d'hexagones. Le plan est infini, et pourtant, où que l'on se place, où le qu'on aille sur ce plan, on trouve toujours des structures nouvelles. Les 2 pièces de base qui sont des triangles d'or et des triangles d'argent vont toujours générer de nouvelles formes et de nouvelles structures. À partir de l'équation x carré moins x moins 1 égale 0, on peut obtenir x égale 1 plus 1 divisé par x. En reportant l'expression de x obtenue à la place du x au dénominateur, ces fractions s'approchent de plus en plus du nombre d'or. On remarque que les fractions qui sont obtenues sont les rapports entre les nombres supérieurs et inférieurs de la suite de Fibonacci. Le Corbusier est l'architecte qui théorise l'usage des nombres d'or dans son métier. S'il reprend l'idée de Vitruve, consistant à proportionner un bâtiment aux dimensions d'un corps humain, il y associe d'autres éléments justifiant l'usage de la proportion d'Euclide. À partir des années 1950, Le Corbusier utilise systématiquement le module or pour concevoir son œuvre architecturale. La cité radieuse de Marseille ou la chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp sont 2 exemples célèbres. Ce même architecte a créé l'échelle le module or. Cette échelle, créée en 1943, est étalonnée par rapport à un homme de taille moyenne afin que l'homme se sente bien chez lui, comme s'il était dans son environnement naturel où le nombre d'or est omniprésent. Le module or est conçu sur la base d'un humain de 1 mètre et 83 cm. Il n'y a plus qu'à diviser 1,83 par le nombre d'or pour obtenir une première série. En multipliant par 2 la première série, on en obtient une seconde. Ces séries de longueurs vont alors servir de repère pour toutes les constructions, de la largeur des couloirs à la hauteur des tabourets. Cette échelle a été adoptée par tous les architectes et permettait de créer une œuvre aux proportions harmonieuses. Comme nous l'avons vu précédemment, le nombre d'or se trouve dans de nombreux domaines. La peinture est l'un des domaines d'étude les plus vastes du nombre d'or. En effet, le nombre d'or y est omniprésent. Des centaines d'artistes l'ont employé de manière volontaire ou non, parmi eux des artistes très connus tels que Léonard de Vinci, Botticelli, Géricault, etc. Le nombre d'or apportant un aspect esthétique à une œuvre d'art explique sa présence dans de nombreuses œuvres involontairement. En peinture, le nombre d'or est considéré comme une philosophie que le peintre applique et non comme un procédé mathématique. Les peintres cherchent la perfection de leurs œuvres à travers l'utilisation du nombre d'or. Par exemple, les dimensions du tableau La naissance de Vénus de Botticelli sont de 172,5 x 268,18,5 cm, représentant ainsi un rectangle d'or. En effet, ces dimensions respectent précisément la proportion. Comme nous l'avons vu précédemment, un rectangle d'or est un rectangle dont le quotient de la longueur sur la largeur est égal au nombre d'or. Ici, nous avons 278,5 divisé par 172,5 qui est égal à 1,61 et phi est égal à 1,61 également. Nous pouvons donc dire que ce tableau est construit à partir d'un rectangle d'or.
Même s'il y a beaucoup d'exemples en peinture où nous pouvons trouver le nombre d'or, il est pourtant très peu probable que cela indique une quelconque volonté de l'auteur. Dans des textes de mathématiques parlant abondamment du nombre d'or, on trouve parfois une information concernant l'historien voyageur grec Hérodote, qui naquit 2000 ans après la construction des pyramides. Il visita, entre autres contrées, l'Égypte et nous laissa d'importants ouvrages sur les informations qu'il a apprises de ses voyages. Il rapporte par exemple que le nombre d'or est présent dans le ratio de l'hypoténuse et la base selon le schéma suivant, dans la pyramide de Khéops. Pour Léonard de Vinci, la science et l'art ne faisaient qu'un. Il disséquait et dessinait inlassablement des corps pour trouver les proportions géométriques parfaites qui ont gouverné les créations du monde naturel. Et selon lui, la plus grande création de Dieu était l'homme lui-même. L'homme de Vitruve véhicule l'idée que le modèle géométrique idéal pour l'architecture serait l'homme. L'écrivain romain Vitruve disait « Pour qu'un bâtiment soit beau, il doit posséder une symétrie et des proportions parfaites, comme celles que l'on trouve dans la nature, d'où le nom d'homme de Vitruve. » Dans le dessin de Vinci, la proportion significative, s'approchant le plus du nombre d'or, est celle entre la hauteur du corps et la distance entre le nombril et la plante des pieds. On peut encadrer l'homme de Vitruve dans un pentagramme. D'après Léonard de Vinci, le centre du pentagramme est situé sur le nombril et non sur le pubis, ce qui correspond à une réalité anatomique. Léonard de Vinci utilise les références de l'époque, paume, palme, empan, pied et coudé. Ce sont des mesures qui forment la suite de Fibonacci. Même si les adeptes de la divine proportion s'acharnent à vouloir trouver le nombre d'or dans ces dessins et le corps humain en général, ils n'obtiennent que des vagues approximations de phi, avec un intervalle variant entre 1,5 et 1,7. Au cours du XIXe siècle, Tsaining Adolphe émet une théorie anatomique entièrement basée sur le nombre d'or et parvient à convaincre ses lecteurs, alors qu'il n'utilise que le début de la suite de Fibonacci, remplace certaines valeurs, les traits sont imprécis et se courbent aux endroits intéressants. En conclusion, on ne peut pas affirmer que le nombre d'or est bien présent dans le corps humain, sans oublier l'évolution qui modifie l'anatomie de l'homme au fil des siècles. Le nombre d'or peine donc à être réellement crédible en termes d'anatomie humaine. La proportion d'or est un ancien phénomène qui permettra une compréhension de la beauté dans la nature, les arts et les sciences connues depuis l'Antiquité. Selon Stephen Marquardt, les mathématiques et le nombre d'or permettraient de mesurer la beauté. D'après lui, la proportion d'or semblerait apparaître régulièrement dans les choses que l'on qualifierait de belles dans la nature. Cette proportion d'or, de 1,618, est le nombre phi. À l'aide du rapport de 1,618, de triangles et de pentagones sur la base de données de visages attractifs, le chirurgien a réussi à quantifier l'attractivité d'un visage et à réaliser un masque s'appliquant aux hommes et aux femmes qui serait la référence qu'un visage devrait approcher pour être considéré comme beau. En effet, ce masque se superposerait parfaitement aux faciès des plus belles femmes, toutes époques, cultures et origines confondues. Ce docteur a utilisé son masque à des fins médicales dans le domaine de la chirurgie, en l'utilisant comme un modèle pour la reconstitution de visages difformes. On distingue des spirales sur beaucoup de végétaux, comme par exemple l'écorce de tournesol, l'écorce des ananas ou bien l'écorce des pommes de pin. Ce qui est étonnant, c'est que la suite de Fibonacci apparaît dans ces spirales. D'après les chercheurs, l'apparition des spirales est fondée sur l'angle d'O, égal à 360 degrés divisé par 1 plus phi, qui est égal à 137,5. La croissance de la plante forme deux séries de spirales tournant en sens contraire. Le nombre de ces spirales correspond, dans chacun des cas, à deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci, par exemple 13,21 ou 34,55. La pomme de pin montre clairement le spirale de Fibonacci. 8 vertes dans un sens, 13 rouges dans l'autre sens. 8 et 13 sont deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci. Phi apparaît dans toute la vie et l'univers. Il est une constante universelle de conception, la signature de Dieu. Il est le nombre utilisé partout dans l'ordre caché de la création et qu'il fallait donc employer dans les édifices dédiés au Créateur afin de s'en rapprocher. Empreint de mystère, objet d'un culte tantôt religieux, tantôt magique, le nombre d'or va influencer la vision occidentale de l'harmonie. Cette même proportion est utilisée pour réaliser l'équilibre, l'harmonie et la beauté dans les créations d'art, d'architecture, de couleurs, de conception, de composition, d'espace et même de musique. L'utilisation symbolique des nombres a été très développée dans le texte biblique. Deux raisons à cela. D'une part,
Tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, lois physiques ou lois religieuses, nombres ou figures, proviennent d'un unique créateur. Les nombres sont le miroir de cette origine. D'autre part, les nombres sont abstraits et leur utilisation ne viole en rien l'interdiction de se faire des représentations de ce qui est là-haut dans le ciel ou ici-bas sur la terre. Ce sont des symboles, non des images, des supports de compréhension, non des représentations à adorer. Proportion de la beauté artistique. On a observé le nombre d'or dans beaucoup de créations artistiques et architecturales, des tableaux comme la Joconde ou des monuments comme le Parthénon. Proportion de la beauté physique. La plus grande déraison par rapport au nombre d'or est observée dans la réduction de la beauté physique à ce nombre d'or. Certaines maisons de mode recrutent secrètement leurs mannequins en se basant sur ce nombre. Proportion divine. Ce nombre, présent dans plusieurs aspects de la création, s'est vu conférer un qualificatif divin. Certains ont voulu l'utiliser pour prouver l'existence de Dieu. Cependant, certaines propagandes sont exagérées et teintées de mensonges. Beaucoup de mathématiciens considèrent qu'on exagère son importance dans le domaine de l'esthétique et que le rôle mystique qu'on lui attribue est une imposture. La création divine ne peut pas se réduire à un seul nombre, le nombre d'or. Comment se fait-il que les formules mathématiques comme le nombre d'or soient en ce point en adéquation avec le monde? Il n'y a pas de réponse à cette question, mais on peut simplement dire que la connaissance du monde se fait par le biais de codes que l'on définit de façon plus abstraite par les nombres et les chiffres. Nous explorons le monde à partir des instruments dont nous disposons. Il est logique de trouver des nombres dans la nature, car elles sont l'instrument que nous utilisons pour découvrir le monde. On attribue des nombres à tout, même aux choses qui ne s'y prêtent pas. C'est comme ça que fonctionne la science. Certaines concordances existent entre les nombres et la nature car l'homme en a décidé ainsi, car les nombres sont l'instrument le plus précis dont il dispose. Mais cette explication ne suffit pas, parce que dans les faits, on a des exemples de phénomènes naturels qui répondent à des logiques mathématiques, mais pour lesquels on n'a pas encore réellement d'explication. Les chiffres sont-ils la simple expression du monde ou en sont-ils l'essence même? L'homme a inventé les nombres car il a besoin de structurer le monde, par des modèles, des formes, des figures. Grâce aux nombres, certains se créent des repères dans un monde qui paraît inexplicable.